le professeur Mamadou Diouf. Joyeux Noël quand même. Merci bien, Chérif Diop. Joyeux Noël à vous également. Le professeur Mamadou Diouf, qui est enseignant à l'Université de Columbia des États-Unis. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. D'abord, cette réforme du franc CFA signe-t-elle une rupture fondamentale de nos relations entre le colonisateur et les pays africains? Je ne pense pas que cela effectivement signe une rupture, mais cela signale une avancée. Une avancée qui est due, je pense, à plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu une forte pression populaire et une forte pression technique aussi. Ce que j'appelle la pression technique, c'est les interventions des activistes africains, mais aussi les interventions des intellectuels, en particulier des économistes, sur cette question de la monnaie. Donc, c'est à quoi on a assisté, c'est à la fois une réaction française, disons, pour s'adapter à un environnement qui devient de plus en plus hostile, mais c'est aussi une réaction des chefs d'État de l'Union noire pour s'ajuster à un contexte qui est un contexte nouveau. Ce qu'on oublie de prendre en considération dans ce débat, c'est aussi le fait que probablement la France est en train de se préparer à se désengager de l'Afrique pour plusieurs raisons, qui sont des raisons économiques, qui sont des raisons d'une transformation de l'Union. Est-ce que c'est pas au-delà de la France, c'est pas l'empreinte exclusive de Macron par rapport à sa façon de gouverner, sa vision par rapport aux relations? Je ne crois pas, même si Macron a une position vis-à-vis de l'Afrique, qui est une position assez différente, mais il a eu un pied en Afrique. Il a vécu au Nigeria. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, c'est une longue évolution de la France. La France a décolonisé son empire, mais ne s'est pas décolonisée. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est progressivement une décolonisation de la France. Alors, si je parle de Macron, c'est pour un peu spécifier son personnage. Lui, il aboutit à ces résultats là où beaucoup de chefs d'État français n'ont pas réussi. Mais peut-être parce que la conjoncture n'était pas adaptée. De Gaulle a dit, dès la fin de la guerre, la France, sans ses colonies, est une puissance moyenne, secondaire. Ce qui a fait la force de la France à l'échelle globale, c'est d'avoir eu un empire et d'avoir conservé le précaré. Mais ce que Macron est en train de faire et de pousser, Jospin a essayé pendant ces 5 années, quand il était Premier ministre. Pourquoi c'est Macron qui réussit? Qu'est-ce qui ferait la différence exactement? Parce que si on fait la chronologie de ses discours officiellement parlant, au-delà même de cet aspect monétaire, il disait à l'entrée que c'est aux Africains de décider s'ils ne veulent plus arrimer le CFA à l'euro. Par rapport au G5, il demande aux chefs d'État concernés de venir en discuter pour voir s'ils veulent toujours, s'ils souhaitent la présence de la France. Le sommet de l'OTAN, il disait carrément que l'OTAN est déjà, elle est morte. Mais alors, est-ce que c'est pas par rapport à Macron spécialement? Non. C'est parce que l'environnement a changé et qu'il est devenu le reflet de cet environnement. Il est en train de traduire un environnement qui est un environnement nouveau. Parce que les Français, aujourd'hui, ne veulent plus que la France investisse dans les situations africaines, parce que les Français, aujourd'hui, disons, c'est ça qui fait, si vous voulez, le succès de Marine Le Pen, sont en train de voir tout Africain en France comme un immigré, ce qui n'est pas vrai. La plupart sont des Français. Et parce que la France est en train de devenir plus européenne. Vous savez, quand on regarde l'économie française, il y a un historien français qui a écrit il y a plus d'une vingtaine d'années, il s'appelle Jacques Marseille, sur ce qu'il appelle la profitabilité de la colonisation française en Afrique. Et il dit que cette colonisation n'est pas profitable, n'a jamais été profitable. Ce que ça a fait, c'est d'avoir créé une caste d'entrepreneurs qui ont fait leur argent
dans les colonies et D'accord. qui sont devenus une très grande force en France. Et eux ont tiré l'économie française vers le bas. Vers le bas et non vers le haut. Absolument. Vous Et êtes en- qu'il faut se détacher Alors, de vous ça. étiez en train de dire tout à l'heure que la France est en train de décoloniser ses colonies, mais qu'elle ne se décolonise pas. Qu'elle ne sait pas décoloniser. Qu'elle ne sait pas décoloniser. On voit jusqu'à présent que même si une nouvelle monnaie unique est proposée dans l'espace UEMOA, il y a la main de la France derrière. Parce que pour ce qui concerne les garanties, la France a toujours cette poigne-là, alors que normalement, ce qui était prôné par beaucoup d'activistes et beaucoup de pays africains, notamment comme le Nigeria, c'est que la France se départisse complètement de cette monnaie. J'en reviens à une constatation. Est-ce que les États africains peuvent aujourd'hui se permettre de pouvoir piloter leur propre monnaie économique sans pour autant avoir besoin de l'appui de la France, puisqu'on a vu qu'en 62 et en 73, le Mali et le Madagascar avaient tenté de se retirer du franc CFA, mais après, ils sont revenus intégrer la communauté. Et c'est exactement ça qui démontre la manière dont la France est intervenue en Afrique. C'est-à-dire que à chaque fois que les Africains prenaient un pas vers la bonne direction, la direction de l'indépendance, la France trouvait les moyens de circonvenir leur position. Donc, pour la Guinée, ça n'a pas marché. Pour la Mauritanie, ça n'a pas marché pour des raisons qui seraient difficiles d'évoquer. Pour le Mali, ça a marché après le coup d'État contre Modibo. Mais pour le Mali aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le Mali était une fédération. Et l'idée de cette fédération, Mamadou Dia, sa position, c'était en fait une position qui était critique vis-à-vis du franc CFA. C'est-à-dire, on oublie souvent que cette discussion est une discussion très longue. Alors vous dites quelque part que ces exemples que vous avez cités n'ont pas été des réussites. Aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau. Qu'est-ce qui peut présager qu'il y aura une réussite, justement, par rapport à ce glissement nouveau dans lequel nous avons basculé? La seule chose qui peut présager qu'il y aura une réussite, et c'est pourquoi j'ai été étonné d'entendre le président Ouattara dire toutes les choses et de ne pas dire quelque chose que moi je l'ai personnellement entendu dire. Laquelle cette chose-là? Que sortir du franc CFA, de créer une monnaie à 15 en Afrique de l'Ouest. C'est ça la réponse à la question. Il faut une monnaie à 15, la monnaie de la CEDEAO. Et il faudrait que l'écho tel qu'il a été pensé soit mis en œuvre. Et quelles peuvent être les conséquences si toutefois tout le monde ne suit pas la cadence? Parce que peut-être certainement d'autres économies beaucoup plus faibles ne sont pas préparées à cette date. C'est en 2020, c'est en juillet. C'est tout de suite et maintenant finalement. Je pense qu'en 2020, ça va être très dur de le faire. Mais ce qu'il faudrait faire, pour moi, c'est assez simple. Si vous regardez ceux qui interviennent dans ce débat, il y a les peuples, il y a les politiciens, il y a les experts, il y a la France, il y a l'UMOA et il y a la CEDEAO. Ce qu'il faut, c'est organiser la discussion. C'est-à-dire que moi, j'étais fasciné par une chose depuis l'annonce. En lisant les journaux, il y a énormément d'experts qui sont en train de discuter. Et cette discussion, comme je disais, elle est vieille. Elle commence avant l'indépendance. C'est-à-dire, dans quelles conditions assurer, disons, une indépendance économique qui permette d'utiliser la monnaie, parce que la monnaie est, si vous voulez, le facteur le plus important en termes de gestion économique. J'ai entendu aussi le président Ouattara dire, si vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous vous trouvez dans une situation où je me suis trouvé, le prix du cacao baisse, je ne peux pas jouer sur la monnaie, je ne peux pas dévaluer. Oui. La seule chose que je peux faire, c'est une seule chose, c'est baisser le prix aux producteurs. Alors, autre chose, c'est la question sécuritaire. À côté de la monnaie, on doit dire également, pour ce qui est des forces du G5 Sahel, elles peinent à gérer les conflits qui naissent dans cette zone. Et on a notamment beaucoup de missions de maintien de la paix, notamment l'opération Barkhane qui nous vient de la France. Aujourd'hui, on a le président Trump qui annonce que les États-Unis vont se retirer militairement de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela aura une conséquence
décisive? Bien sûr, cela aura une conséquence décisive parce que ça va avoir un impact sur le positionnement de la France, sur la situation française. Comme je disais, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on doit payer une plus grande attention, non pas à une présence française, mais à la possibilité d'un désengagement. Et qu'on doit préparer nous-mêmes ce désengagement. Ça veut dire quoi? Le G5, c'est déjà une ineptie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Sénégal. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas le Sénégal. Qu'est-ce qui justifie l'absence du Sénégal? Qu'est-ce qui pourrait justifier l'absence du Sénégal? C'est probablement des questions personnelles, des questions politiques, des choses, je suis désolé de dire, qui sont des idioties. Au lieu de prendre en considération, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que nos gouvernants comprennent quelles sont les raisons qui font du Sahel une zone qui est une zone de crise. Et c'est une zone de crise depuis longtemps, mais où les mêmes populations qui sont en train de se battre aujourd'hui ont vécu ensemble dans la paix. Dans la paix, ils se sont fait la guerre, ils ont échangé des femmes, ils ont échangé des produits. Il y a eu des moments de crise, il y a eu des moments de paix absolue. Et il y a eu des circuits, si vous voulez, qui ont été des circuits qui ont fait du Sahel ce que cette région est. Disons, le Grand Musée de New York, le Metropolitan, va organiser dans quelques mois une grande exposition de l'histoire des cultures de cette région. Est-ce que cela ne mettrait pas au défi le Sénégal, ne pas être parmi les membres du G5, se prendre en charge? Quelqu'un disait il y a quelques jours, ici, Yorodia, qu'on ne peut pas déléguer sa sécurité. Est-ce que ce n'est pas un postulat qui peut être convoqué aujourd'hui pour le cas du Sénégal, ne participant pas au G5? Non, on ne peut pas déléguer, mais ça c'est une zone de migration. L'Afrique, les gens bougent, continueront de bouger et personne ne va les arrêter. Ça, c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, professeur, nous qui sommes profanes, vous les grands intellectuels, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'envisager dans un délai extrêmement, relativement court, de parler une journée, sécurité, aliments, toutes les questions liées à la vie, et sans parler de la France? Parler de son président, de son voisin, d'un ministre, d'un cadre sénégalais. Un jour, est-ce que nous sommes très loin de cette réalité? En fait, de ce rêve, c'est un rêve finalement. Quand on dit qu'on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'il faudrait qu'on puisse parler de tous les problèmes que vous avez évoqués sans que la France soit présente. Mais la France, elle va être nécessairement un des éléments de la discussion. C'est-à-dire, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on doit arrêter de convoquer la France dans nos problèmes. D'accord. On doit oublier la France. Et oublier ça. Est-ce qu'il n'y a pas un préalable? Le préalable, c'est de bien connaître et de décider de prendre en charge les conséquences d'une rupture. Avant même les décisions, les réalités du moment, est-ce que c'est raisonnable dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est raisonnable dans ce contexte si on ne confie pas à la France, si vous voulez, les décisions. Moi, je ne parle pas des conceptions, des théories, de la vie de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est rationnel même d'envisager de se départir de cette puissance? Il faut s'organiser et le faire avec un calendrier, avec méthode, avec un calendrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rompre avec la France, parce que cette rupture, elle est en train d'être faite, mais elle est en train d'être faite de manière accidentelle. Aujourd'hui, la France n'est plus le partenaire économique le plus important de tous ces pays-là. Okay? Donc, dans ces conditions-là, il y a des choses. Aujourd'hui, la France a une présence militaire parce que cette présence militaire lui permet effectivement d'imposer des conditions économiques à certains pays africains. Et la France est en train de défendre ses intérêts. Pour votre question, c'est très simple. Est-ce que nous pouvons défendre nos intérêts et oublier la France? Alors, nous restons en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui a activé la justice et qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Est-ce qu'il est en train de faire les frais de la déclaration qu'il avait faite en Espagne pour dire qu'il serait candidat à la prochaine présidentielle?
Mais c'est ça qui est dramatique dans nos sociétés. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les politiciens. Je pense que les sociétés africaines ont une très grande responsabilité en laissant les hommes politiques prendre des décisions qui sont des décisions aussi ineptes. Mais il a le droit, il est ivoirien, il a le droit d'être candidat. Mais le président Alassane Ouattara ne cache plus son ambition. Quelque part, quand on regarde les actes qu'il pose, c'est qu'il a envie d'aller à un troisième mandat. Et il annonce même un projet de modification de la Constitution. Je vous dis une chose que lui-même m'a dite à Columbia l'année dernière, qu'il serait fou qu'il envisage d'être candidat à la présidence pour une troisième fois, parce que c'est pas ça la loi. Et c'est ça la grande question. Vous savez, quelles seraient ses intentions alors? Moi, je pense que, si vous voulez, la première chose que je voudrais dire, parce qu'on retrouve ça un peu, ce débat au Sénégal aussi, quand les gens disent, oui, disons, on n'a pas le droit de dire que le président ne peut pas se représenter. Mais c'est la loi qui le dit. Et que les gens, ils peuvent le répéter, que ça soit au début de son mandat, au milieu de son mandat ou à la fin de son mandat. C'est la loi qui le dit. Donc, aussi bien lui, Ouattara et Conté sont hors jeu. La question qui se pose, c'est le forcing qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire leur pays. Et au moins pour deux pays, on risque de se retrouver encore avec une guerre civile. Alors, je veux chercher la petite bête pour me indirectement faire de la mauvaise foi. Est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence assez alarmante dans les 72 heures où l'espace UEMOA a décidé de glisser vers l'écho en présence du chef d'État français? 72 heures après, c'est Ouattara qui lance un mandat d'arrêt contre un éventuel, entre guillemets, candidat. Le contexte, il n'y a pas de coïncidence. Ça ne gêne pas, ça ne glace pas le sang un peu? Je ne crois pas. C'est fortuit? Je ne crois pas. Je crois que s'il avait un plan, c'était un plan qu'il avait déjà avant cette annonce. La deuxième chose, vous savez, je ne suis pas toujours aussi sûr que Ouattara veut un troisième mandat. Mais ce qu'il essaie de s'assurer, ce qui est assez drôle, c'est d'être celui qui va choisir son successeur. Oui, son successeur. Et ça ne marche jamais. C'est ça le problème. Si vous regardez le cas sénégalais, le seul moment où ça a marché, et ça a duré 10 ans pour le faire, c'est avec le président Senghor. Diouf et Senghor. Mais quand Diouf, en 2000, on l'a accusé d'avoir un successeur derrière, Wade, si vous vous souvenez, Wade a fait campagne en disant c'est pas celui qui est devant vous que vous élisez, c'est celui qui est derrière lui. Ça n'a pas marché. Alors, quand Wade a essayé de mettre son fils, ça n'a pas marché. Je voulais avoir votre avis sur la perception, la pertinence, la grandeur de nos chefs d'État. Est-ce qu'ils passent toujours à côté? Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça le cas. C'est le cas. Mais aussi, c'est que nos sociétés leur permettent de le faire. Il faudrait qu'on apprenne à arrêter ces gens-là et qu'ils sachent que s'ils sortent du territoire qui est juridiquement défini, ils sont punis. Les sociétés africaines doivent aujourd'hui prendre les responsabilités, les jeunes Africains. S'ils veulent réinvestir l'Afrique, ne plus penser que leur avenir est hors d'Afrique, il faudrait qu'ils mettent en place des règles et qu'ils vérifient en permanence que ces règles sont respectées. Alors au Sénégal également, c'est le débat sur le troisième mandat qui est certes agité, même si selon certains observateurs, cela ne mérite pas que l'on s'attarde là-dessus, puisque le président de la République en est à la première année de son quinquennat. Devrait-on s'inquiéter, puisque jusqu'à présent, toutes les personnes qui se permettent de pouvoir dire quelque chose sur cet éventuel troisième mandat ont peut-être risqué leur poste? L'idée que parce qu'il commence son mandat, on ne devrait pas invoquer une loi, ça n'a aucun sens. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est tout. Il faut, la deuxième chose qui est importante, il ne faut même pas le répéter. Vous savez, le système américain, c'est 2 mandats. On n'en discute pas. La loi dit qu'il y a 2 mandats. Point à la ligne.
Et il ne faut même pas, moi je pense qu'il ne faut même pas l'invoquer. Il faut avancer. Le dépasser. Oui, ça n'a pas de sens. On termine avec la destitution de Donald Trump. Vous pensez que la procédure peut aboutir? Ça va être très dur pour que cela aboutisse parce que son parti a, si vous voulez, la majorité. C'est une toute petite majorité de 4 sénateurs, je crois. Et c'est-à-dire c'est un système qui est super imprévisible. Où, pour des raisons qui sont des raisons électorales, certains de ces sénateurs sont dans des positions difficiles. Et peuvent effectivement, s'ils prennent fait et cause pour Trump, ils peuvent perdre les élections. Alors, donc on ne sait pas. J'ai ma position sur la gouvernance de Trump, mais ce n'est pas important. Aujourd'hui, en tant qu'observateur, qu'est-ce que le magistère de Trump aurait apporté à l'Afrique, s'il y en a? Rien. Trump ne connaît pas la géographie du monde. Même celle des États-Unis. Est-ce qu'il connaît celle des États-Unis? Non, c'est pour ça que j'ai dit la géographie du monde. Pour lui, et il a dit un truc terrible sur l'Afrique. C'est là pour définir l'Afrique. Je ne veux pas dire ça. Répétez-le. Non, je peux pas. Allez-y. Alors, c'est un trou à... Voilà. Et il a dit ça. On comprend. Mais il le dit parce que pour lui, les Africains, ils n'existent pas. Professeur, on va abuser par rapport au temps qui nous avait été accordé. Vous êtes de Rufisque. Absolument. Et votre ville a l'air très très malade. Elle est très très malade. Pour des raisons à la fois géographiques, pour des raisons politiques et aussi pour des raisons économiques. Vous savez, on oublie souvent que cette ville a été la ville la plus importante de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 1929. Et que ce qui a entraîné l'effondrement de cette ville, c'est la création de Dakar, du port. Et c'est quoi votre responsabilité? Parce que l'arme n'est pas au fond de la question. Vous, quand Rufisque a des ressources comme les vôtres, par exemple, il y en a dans d'autres secteurs. Rufisque regorge de dimensions, de cadres, et vous ne bougez pas. C'est quoi votre responsabilité en tant que... Non, vous avez parfaitement raison. J'ai découvert il y a une semaine que c'est probablement la ville où on a formé le plus d'ingénieurs électriciens, le premier plus d'ingénieurs hydro-agricoles pour une ville qui est en train de s'effondrer sous l'eau et qui n'arrive pas à régler ses problèmes. Solution. Non, la solution est une solution politique, mais peut-être c'est trop tard. Avec la création de Diamniadio, le Rufisque est pris en étau. Et que ce qui aurait pu faire le devenir de la ville, c'est-à-dire la révolution agricole, mais dans Diamniadio et dans les Niayes, parce que ce sont les terres les plus riches. Est-ce que l'inertie dans laquelle elle s'est enlisée ne justifie pas la création d'une ville à côté pour peut-être tenter d'autres choses, puisque le Rufisque n'avance pas, n'a pas avancé. Non, c'est pour des raisons. Non, c'est pour des raisons purement politiques. C'est la ville la plus politisée du Sénégal, mais qui ne gagne rien dans cet engagement politique. Donc l'orientation n'est pas bonne. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf, enseignant à l'Université de Columbia. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. Joyeux Noël, on va dire, à toute la communauté catholique et excellente suite de programmes sur la TFM.